2020년도 5월 28일, séoul, Corée du Sud. Bonjour Céline, Bonjour. comment allez-vous et quel est votre ressenti aujourd'hui par rapport à tout ce que nous vivons actuellement? Alors, c'est vraiment une époque très spéciale et très unique pour moi parce que je suis arrivée à Séoul le 23 mars. J'ai pratiquement fui Londres avec mes enfants parce que j'ai vraiment eu très peur de la façon dont la crise était gérée à Londres par Boris Johnson. Et comme la Corée avait eu quelques mois d'avance par rapport à Londres sur cette crise Covid-19, je savais ce qui nous attendait. Et je voyais très bien que le gouvernement anglais ne faisait pas du tout ce qu'il y avait à faire. Donc je me suis dit, je ne vais pas réussir, je vais être trop anxieuse de passer les quelques mois à venir ici. Et je suis rentrée donc chez moi à Séoul le 23 mars. Et depuis donc, je me suis fait tester à l'aéroport en arrivant. J'ai passé 2 jours dans un centre d'isolement qui m'a été donc présenté par le gouvernement. Ensuite, j'ai fait 2 semaines donc d'isolement. Et 2 semaines plus tard, j'ai enfin pu retrouver ma famille, mes parents, ma soeur, mon frère, etc. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est de voir comment ce pays a géré cette crise et pourquoi je me sens aussi en sécurité ici. Alors, par exemple, tous les jours, je reçois un petit texto sur mon portable qui me dit n'allez pas dans tel quartier de Séoul, il y a eu 3 cas de confirmés hier. Ou n'allez pas dans tel quartier parce que nous avons aussi découvert qu'il y avait une personne qui venait de rentrer dans ce magasin, donc ne rentrez pas dans ce magasin. Bon, ça c'est juste un exemple, mais c'est quelque chose qui est suivi de tellement près. Donc dès qu'on découvre un cas, les gens se ruent vers ce cas, contactent toutes les personnes qui ont été qui ont soit vu cette personne ou partagé la salle avec cette personne, et le gouvernement donc si par exemple il y a une personne qui a été en boîte par exemple il y a 2 semaines et elle a été en contact avec 500 personnes, et bien ces 500 personnes vont être contactées une par une parce qu'en tous ce qu'ils appellent ils ont un tracing app. Donc, ils peuvent être effectivement contactés quand ils vont par exemple en boîte. Ils sont obligés de laisser leur nom et leur portable, le numéro de leur portable à la boîte, comme un espèce de… Enfin, les gens qui font ce genre de business sont obligés de procéder à ce genre d'étape. Et donc, les gens sont contactables. On les contacte, on les fait tester, et ainsi de suite. Donc, être dans un environnement où on sait qu'il y a un contrôle, on sait où on en est à peu près, on sait qui a contacté le virus et qui en est sorti. Je crois qu'on en est à en tout et pour tout 270 morts, quelque chose comme ça, ce qui est quand même une figure assez je dirais, remarquable par rapport à 35 000 à Londres, je ne sais plus combien il y en a en France. Mais c'est comme ça qu'ils ils ont géré cette crise. Et moi, je le vois un peu de façon philosophique. Alors forcément, c'est un peu ma nature aussi, d'écrivain, mais je vois comme les gens ne rouspètent pas et se mettent à l'exercice. Bon, n'oublions pas que la Corée du Sud est un pays qui a quand même vécu la guerre. Et c'est un pays qui, depuis donc les années 50, vit dans la hantise de se faire attaquer
soit par le nord, soit… vous savez, la Corée, la péninsule coréenne a toujours été entre le Japon et la Chine. Elle a toujours vécu dans cette peur de se faire envahir ou coloniser. D'ailleurs, on a été colonisé par le Japonais pendant 30 ans, de 1910 à 1935. Donc, on a cette mentalité de parano, en fait, et on est toujours prêt à nous défendre. Donc, cette fois-ci, c'était pas l'attaque par les communistes du Nord, comme on s'y prépare tous les jours. Pendant 70 ans, on s'y est préparé parce que finalement la guerre n'a jamais été officiellement finie. Hein, on n'a pas signé d'armistice. Donc, on vivait dans cet esprit. Puis, il se trouve que cette guerre, eh bien, c'est pas une guerre physique avec des armes, mais c'est la guerre contre le virus. Donc, quand il s'agit de se mobiliser, les Coréens savent se mobiliser. Vous, Oui. Et c'est pas quelque chose qui demande des efforts de la part du gouvernement. Ils n'ont pas besoin de leur dire voilà pourquoi il faut se mobiliser. Je veux dire, c'est déjà on saute cette étape. C'est déjà très clair dans nos esprits pourquoi on doit le faire. On se plaint pas et on fait. Et je pense que ça a des origines du confucianisme. mmh Parce que le confucianisme, c'est la hiérarchie, c'est l'ordre, c'est la discipline et c'est la pensée vers l'autre avant la pensée vers soi. Donc, les gens comprennent très bien. On va parler dans un instant de la suite de ce regard politique et sociétal que vous vivez, mais vous l'avez dit, vous êtes écrivain et en tant qu'écrivain, bah, la littérature a toujours été très importante dans votre vie. En quoi est-ce que, par ces temps incertains, elle a une place encore plus particulière ou l'écriture pour vous en ce moment précisément? Alors, ça, c'est la question que je me pose à chaque fois que je reviens ici. Et je suis très sensible à la jeunesse, les étudiants. Je suis très sensible à leur façon de vivre cette période. Et vous savez, la Corée est un pays où il y a beaucoup de pression, où il est très très difficile de rentrer dans de bonnes écoles, où les gens travaillent énormément. Les étudiants passent des heures et des heures à réviser. Ils vont à l'école pendant la journée, le soir ils vont dans des espèces de, comment ils appellent ça, des tutoring schools. Ils se font faire des études supplémentaires. Donc ils vont pratiquement à 2 écoles tous les jours. Pendant la journée, c'est l'école normale et pendant le reste de la journée, de la soirée, ce sont ces écoles privées où on vous apprend à des techniques d'examen, etc. Donc, c'est une jeunesse qui n'est pas malheureusement formée à la créativité, à une certaine, comment dirais-je, façon de voir les choses de façon critique. C'est pas une génération qui est formée pour penser, mais c'est une génération qui est formée pour performer tout le temps. Ils sont toujours après un résultat, ils sont toujours après un examen, après un job. Et à la fin, ils sont après, ils veulent un certain confort matériel. C'est ce qui les motive. Et ils sont tous dans le même moule. Et c'est ce qui m'attriste. Donc, moi, comme vous savez, donc j'ai écrit ce livre de coréenne qui va être publié en coréen bientôt. Et donc la maison d'édition m'a demandé est-ce que vous voulez bien nous écrire un petit supplément pour le lecteur ou pour la jeunesse coréenne particulièrement. Et ça, je le fais vraiment avec un grand plaisir, parce que si ce livre peut leur donner un peu d'espoir sur une certaine façon de voir le monde, qui n'est pas forcément la leur, si ça pouvait les aider à être un petit peu plus heureux, ce serait vraiment le plus cher de mes souhaits. Alors, par exemple, ça touche les questions d'épanouissement et de bonheur en tant qu'individu.
une chose qui n'est pas forcément compatible avec la Corée du Sud, qui est un pays démocratique libre, donc techniquement, on devrait se dire que tout le monde doit être heureux dans ce pays, surtout comparé à un pays communiste comme la Corée du Nord où les gens sont supposés être malheureux. Mais en fait, c'est pas vraiment ça la question. C'est de pouvoir sortir du monde dans lequel on vient, d'abandonner ce monde et de pouvoir rentrer dans l'autre. Alors, vous l'avez précisé là tout à l'heure, c'est que la position géographique de la Corée est particulière. Elle touche véritablement aussi la Chine de là où est parti le coronavirus. Quel est le regard des Coréens sur ce pays qu'est la Chine et la façon dont il a géré tout cela? Alors, c'est une question qui a été très, très politisée parce que le gouvernement actuel, donc, a ménagé la Chine dans ce sens que, par exemple, la Corée n'a jamais interdit les voyageurs chinois, euh, leur a jamais interdit leur entrée en Corée du Sud, sauf pour les gens qui venaient spécifiquement de la ville de Wuhan. Alors que le monde entier avait fait des blocages, etc., la Corée du Sud ne l'a pas fait. Donc, au départ, quand au mois de donc, fin janvier, début février, quand il y a eu donc la crise en Corée du Sud, tout le monde a commencé à blâmer le gouvernement en disant mais c'est ridicule, pourquoi est-ce que vous ne les bloquez pas à la frontière, etc., etc. Et puis finalement, maintenant que ça s'est calmé et que le pays a quand même réussi à plutôt bien à gérer cette crise, il semble que les gens ont oublié cet aspect de cette façon dont la Corée a finalement traité les Chinois et ils n'y pensent plus vraiment. Donc, est-ce que c'était un geste diplomatique qui valait le coup? Je ne saurais pas me prononcer là-dessus. Alors votre livre, on va en reparler dans un instant, mais il nous fait découvrir aussi la Corée du Nord, cette Corée du Nord que vous-même, vous ne connaissiez pas vraiment. Et c'est vrai que ce pays est tellement opaque qu'on ne sait pas trop ce qui s'y passe, notamment concernant la crise du coronavirus. Là aussi, on n'a presque pas d'informations. Puis il y a eu cette disparition, apparition de Kim Jong-un où on a dit que le dirigeant lui-même souffrait du virus, qu'il était même mort et que c'était sa sœur qui allait prendre la relève. Qu'est-ce qu'on sait véritablement aujourd'hui de ce qui se passe là-bas? Alors, je vois que vous êtes bien informé et ça me surprend que donc les gens en France, que ce soit en Angleterre ou partout ailleurs, en sachent autant parce que ce sont vraiment des rumeurs finalement qui ont fait le tour du monde et à une allure folle. Et en fait, on n'en sait rien. Personne n'en sait rien de ce qui se passe là-bas vraiment. Mais de là à dire, et je sais que la BBC, la CNN, tout le monde s'y est mis à dire que Kim Jong-un était mort, ou qu'il était malade, ou qu'il s'était fait opérer, etc. Et j'ai vu ça avec vraiment, j'ai été très très amusée de voir que ce genre de nouvelles faisait le tour du monde à cette allure-là. Parce qu'en fait, euh, personne n'a vraiment d'informations sur ce qui se passe en Corée du Nord. Euh, il faut juste savoir que ce virus qui a touché donc la Corée du Sud, qui touche le monde entier, euh, a dû forcément toucher la Corée du Nord. Forcément. Comment est-ce que ce pays serait resté intact de façon scientifique, ça n'a pas tellement de sens de raisonner comme ça. Donc, à partir de cette hypothèse-là, je pense que la Corée du Nord a eu beaucoup de mal à gérer la crise et que au niveau médical, par exemple, ils sont très, très, très euh, ils n'ont pas beaucoup d'infrastructures, donc je suis sûre que c'est très très difficile pour eux de gérer une telle crise. Et je pense que c'est le moment ou jamais où la Corée du Sud, un pays comme la Corée du Sud, pourrait les aider à surmonter la crise
en leur fournissant des masques, en leur envoyant des équipes médicales, en leur envoyant des médicaments. Vous savez que la Corée du Nord est complètement bloquée du reste du monde à cause des sanctions imposées par les Américains en ce moment. Donc, des sanctions économiques, etc., d'accord, mais en attendant, c'est le peuple qui souffre. Le peuple n'a pas le moyen d'acheter des médicaments, d'aller se procurer des masques, etc. Donc, moi, je vois ça comme une espèce d'opportunité pour la Corée du Sud de faire un geste et d'aller les aider à ce niveau-là. Mais je sais qu'il y a des enjeux politiques, notamment avec les États-Unis. Donc, je ne sais pas trop comment ça va déboucher tout ça, mais en théorie, c'est ce qui devrait se passer. Alors, c'est aussi ce qu'encourage, votre livre, vous l'avez dit, il s'appelle donc Deux Coréennes. Il a été coécrit avec, Jeon Park aux éditions, Buchet-Chastel. Dans ce livre, vous parliez là tout de suite de la souffrance du peuple. On découvre la souffrance une femme que vous n'aviez jamais rencontrée puisque cette rencontre entre les Coréens, du Nord et du Sud reste très rare et à travers elle, à travers son témoignage, vous avez découvert notamment la souffrance des femmes dans ce pays. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Bah, en écoutant ces récits, moi, ce qui me surprenait le plus, c'est euh, leur ignorance sur leurs droits, finalement. Par exemple, non seulement elles étaient des mères, des épouses euh, et des belles filles, mais c'était aussi un ouvrier, comme tout le monde. Donc, elles devaient non seulement s'occuper de la famille, de la maison, des enfants, du mari, etc., mais elles devaient également faire partie de ces forces ouvrières qui allaient soit nettoyer les rues du quartier, soit nettoyer les murs du building. Euh, et pendant les années donc, de famine, dans les années 90, en fin de compte, c'était elle qui était obligée d'aller mettre quelque chose sur la table parce que le gouvernement n'y arrivait plus. Il n'y avait plus vous savez, ils avaient des espèces de coupons comme au Resto U, on présentait les coupons et on arrivait à récupérer 2 ou 3 kilos de riz pour la famille. Bon, il n'y avait plus ce système dans les années 90 quand il y a eu la famine. Donc, la mère était bien obligée d'aller chercher à manger. Et voilà. Donc, le rôle de la femme, finalement, dans cette société est incroyable. Sans elle, je ne sais pas comment ils auraient pu survivre jusqu'aujourd'hui. Le concept de Changmadan, ce qu'ils appellent le marché noir, est né à l'époque, dans les années 90, quand justement ces femmes ont fait discrètement du business, elles ont exporté en Chine, je sais pas moi, je dis ça à tout hasard, du poisson séché, et en retour, elles ont pu ramener des habits. Enfin, ce genre d'échange euh, était vraiment le début de ce concept du Chamada, de marché noir, qui jusqu'aujourd'hui euh, existe. Parce que depuis, il s'est développé, est devenu plus ou moins officiel, plus ou moins accepté par le gouvernement nord-coréen, car ils ont bien compris le système, l'idée de l'offre et de la demande. Alors, à travers ce livre, on découvre aussi toute la violence qu'a pu subir cette femme. Et vous parliez là tout de suite des droits. Ce qui est étonnant, c'est que vous êtes devenues toutes les deux des femmes très engagées. Jeon Park, notamment pour les droits de l'homme, et vous auprès du comité de réunification de la Corée. Pourquoi est-ce que c'était important, à votre image, de montrer qu'on peut aller vers plus de solidarité, vers la paix, vers la rencontre de l'autre et vers aussi la découverte des droits de l'homme et que tous ces thèmes-là prennent encore une autre résonance aujourd'hui à l'heure du coronavirus où les frontières sont fermées et où on oublie parfois qu'on a besoin de cette solidarité les uns envers les autres.
Oui, alors c'est bien de le lier à la crise du corona, effectivement, parce que euh, de même que le corona n'est pas un problème qui est isolable, c'est pas un problème qui appartient à un seul pays, on l'a bien vu. Euh, Par exemple, la Corée du Sud s'en sort très très bien euh, par rapport à d'autres pays, mais ça ne veut pas dire qu'on peut se réjouir et continuer notre vie comme si de rien n'était. Vous savez, ici, tous les magasins sont ouverts, tous les restaurants sont ouverts, tout le monde va au travail normalement. Ils portent juste des masques dans les métros, c'est obligatoire. On nous prend la température quand on rentre dans un building, c'est aussi obligatoire. Dans les ascenseurs, il y a toujours une note à côté qui dit portez votre masque, c'est obligatoire. Mais à part ça, c'est la vie de tous les jours qui a repris depuis à peu près, je dirais, depuis à peu près 2, 3 semaines. Euh, Mais cela ne veut pas dire qu'on va se reposer sur nos lauriers, loin de là, parce que nous, par exemple, on a les voisins du Nord, juste à côté. Est-ce que ça veut dire que nous sommes en sécurité, sachant que les Nord-Coréens n'ont pas réussi à gérer cette crise? Justement pas. Donc, c'est de là que ça part, cette intention de vouloir les aider aussi. Ça revient un petit peu à nous, mais c'est ça l'importance finalement de cette crise. Elle nous fait nous rendre compte que nous ne pouvons pas agir seuls. Et j'en viens finalement à la Corée du Sud et à la Corée du Nord. Euh, la raison pour laquelle je travaille aussi pour ce comité de la réunification de la Corée, c'est parce que je voulais aller au-delà de mon rôle d'écrivain. À savoir, souvent, vous savez, les écrivains sont critiqués en disant mais oui, mais vous êtes là devant votre ordinateur et vous jonglez avec des idées, mais au concret, ça donne quoi alors et nous, après, quoi, qu'est-ce qu'on en fait? Ça reste un livre, ça reste de la théorie, tout ça. Eh bien, je voulais essayer de prouver justement que ça pouvait aller au-delà et que ça pouvait se manifester par des choses bien plus concrètes. Alors moi, comme en écrivant ce livre, j'ai fait la paix avec une Nord-Coréenne qui s'appelle Park Ji-yeon, et en rejoignant donc ce comité, j'avais l'ambition de faire la réunification avec plus qu'une personne. Et donc, en l'occurrence, par exemple, au mois de janvier 2020, c'était avant la pandémie, tout ça, j'ai eu une chance inouïe d'avoir pu faire ce que j'ai pu, puisque par le biais de ce comité, j'ai organisé un nouvel an coréen le 25 janvier, où j'ai convié 80 personnes nord-coréennes et 80 personnes sud-coréennes. Et nous avons fait une grande fête avec de la nourriture nord-coréenne qui nous a été emmenée par les Nord-Coréens, de la nourriture sud-coréenne qui nous a été donnée par la communauté sud-coréenne. Et nous avons invité les enfants, les familles, et nous avons joué aux jeux traditionnels qui se jouent donc ce jour-là. Et ça a été un succès fou. Donc tous les gens ont pleuré, évidemment, ils se sont pris dans les bras, ils ont chanté, ils ont dansé. Et pour moi, ça, c'était l'exemple de ce qui pouvait se faire au niveau concret. Eh bien, merci beaucoup pour ce beau témoignage et ce message de paix. En tout cas, Céline, portez-vous bien et je vous souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup, vous aussi. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.